On voit bien ton écran, Guillaume, merci. Par contre, on t'entend pas. Voilà, bonjour, normalement vous m'entendez et vous voyez mon écran, non? Parfait. Parfait. Super, donc bonsoir à tous et à toutes. Je vais du coup continuer d'essayer de parler d'ACV dynamique. Je voulais faire un petit, je vais faire un bref aperçu peut-être des discussions qu'il y a en ce moment. Et puis, comme Adélaïde l'a présenté, comme c'est un petit peu marqué dans le titre, je voudrais essayer de regarder l'effet de dire on fait la CV dynamique pour un bâtiment, mais en fait, ce qui compte, c'est le stock. Et voilà. Euh, du coup, juste peut-être j'imagine que tout le monde est d'accord, enfin, d'accord, peut-être au courant, mais peut-être pas complètement de l'urgence absolue au niveau du climat. Donc ça, c'est la Suisse et les climats, les températures moyennes de la Suisse depuis le dernier siècle. Je pense que j'ai pas la figure de la France, mais je pense qu'on est à peu près dans la même logique. Les 10 dernières années sont les années les plus chaudes qui n'ont jamais été vécues. Et, et on a des conséquences climatiques qui sont évidentes. Alors ça, c'est pas en Suisse, c'est en Australie. En Australie l'année dernière, où ils avaient des incendies gigantesques. Cette année, ils n'ont pas des incendies, ils ont des inondations. C'est à peu près au même endroit, et à peu près au même moment. Donc, en fait, et c'est à peu près ça l'idée du changement climatique, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose où on a plus de degrés, gentiment, plus de degrés, et où on peut mettre un t-shirt ou éviter d'avoir un pull, en tout cas. C'est le fait qu'en fait, il y a des événements extrêmes qui, normalement, n'arrivent jamais, qui, en fait, arrivent de plus en plus régulièrement. Et il y a un point encore pour montrer l'urgence absolue, et je dois avouer que ça, c'est quelque chose. Alors, pour les scientifiques du climat, c'est évident, mais pour moi, en fait, je l'ai appris j'ai compris ça il y a assez peu longtemps. C'est l'histoire en anglais, ça se dit tipping point, en français, j'imagine, c'est plutôt point de bascule. C'est l'idée de se dire le changement climatique, il y a on perturbe le climat, il y a un moment où en fait on le perturbe un peu trop, et en fait il s'emballe le climat. Et ça, c'est quelque chose qui est, je pense, fondamental à comprendre. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on veut absolument rester sous 1,5 ou 2 degrés? C'est que si on dépasse ça, et ben en fait, il y a tout un paquet de cataclysmes qui arrivent qui fait que même si on arrête d'émettre, ces choses-là continuent. L'exemple que je trouve le plus parlant, c'est la forêt amazonienne, vous savez tous qu'on coupe de la forêt amazonienne, surtout pour nourrir l'agriculture européenne en soja, et on coupe la forêt. Donc la forêt, c'est pas très bien, ça détruit la biodiversité, etc., etc. Euh, mais en fait, ce qui se passe surtout, c'est que le climat dans la forêt amazonienne, s'il fonctionne comme ça, c'est parce qu'en fait, il y a de l'évaporation. Donc, il y a les arbres, évaporent de l'eau. Les vents poussent cette vapeur d'eau contre les Andes, du coup, montent en altitude, se refroidissent, et il se met à pleuvoir. Et donc, en gros, grâce à la quantité d'arbres qui est dans la forêt, il y a une quantité d'eau qui est évaporée qui permet de maintenir un climat tropical au-dessus de la forêt. Si je coupe des arbres, ce que je fais surtout, c'est que je diminue, enfin, en plus de la biodiversité et de la destruction des sols, ce que je fais, c'est que je diminue la quantité que je peux évaporer. Et donc, il y a un moment, et qui est en fait assez proche de maintenant, où j'aurai toujours de la forêt. Sauf que, en fait, il n'y aura pas assez d'évaporation pour pouvoir maintenir un climat tropical. Et donc, même si j'arrête de couper l'arbre, eh ben, il n'y aura pas assez de pluie, et du coup, la forêt va naturellement se transformer en savane. Et ça arrive même si j'ai arrêté de couper, et bien avant que j'ai plus de forêt. Et c'est ces notions de point de bascule, et il y en a plein du coup, et en fait on est très 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 proche de ça. Et le très 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 proche, ça veut dire qu'en gros, euh, c'est pas, il faut pas se dire oui dans un an ou enfin je peux encore peut-être faire 2,5 et pas 2 degrés quoi en fait. C'est-à-dire que soit je bascule, soit je reste dans un état stable. Et ça, je trouve que voilà, c'est en tout cas je dirais pour peut-être un ingénieur et pas un scientifique du climat, peut-être c'est plus facile à comprendre. Vous avez une petite planète qui oscille dans un skatepark, en gros, au cours des temps géologiques. Et puis, ce qu'on fait, ce que l'homme fait, en gros, c'est qu'il pousse cette petite bille dans un endroit qui est moins complètement équilibré,
Et puis, il y a ces fameux points de bascule, en fait, ces limites planétaires, où si on l'a poussée un peu trop loin, ben, voilà, elle tombe dans un trou. Et là, un trou qui est hyper stable, où même si ça veut dire que même si j'arrête d'émettre, la planète ne va pas revenir sur son état stable. Et donc, c'est pour ça qu'il faut absolument les diminuer. Enfin, voilà, c'est pour ça qu'il faut absolument diminuer le climat maintenant, quoi. Enfin, diminuer les émissions maintenant. Et le GIEC, en gros, dit 50%, 50% d'ici 10 ans, 100% en 2040. Si on ne fait pas ça, ce n'est pas encore trop tard, mais ça veut dire qu'il faut pomper massivement du CO2 à l'extérieur de l'atmosphère, comme les Shadocks, ça veut dire qu'il faut voilà, pomper, juste pomper, avec aucun bénéfice, juste pour éviter la catastrophe. Donc, la 50% en 10 ans et 100% en 2040, c'est la façon sans émissions négatives après. Ce qui est assez drôle, je sais pas, enfin drôle, je sais pas, bref, soyons drôles ce soir. Ce qui est assez intéressant, on va dire, c'est que ce qui s'est passé l'année dernière, vous avez remarqué, et on est tous à la maison, il y a quand même une diminution des émissions de CO2, une diminution de 5%. Et alors 5%, c'est exactement ce qu'il fallait faire. C'est-à-dire que c'est voilà, 5% en un an, 50% en 10 ans, 100% en 100 ans, en 20 ans. C'est parfait. Sauf que du coup, on a diminué de 4%, sauf qu'on voilà, on est tous à la maison et on ne peut pas apprécier un apéritif tous ensemble après. Ça a des avantages parce que voilà, les gens du Canada peuvent nous joindre, mais en même temps, ça a quand même des désavantages. Et ce qui est quand même très, très drôle aussi, et ça, c'est si on regarde quels sont les secteurs qui ont diminué, et vous voyez que, en gros, on a diminué forcément l'aviation de 30%, on a diminué les transports de 10%, puis il y a des secteurs qui n'ont pas du tout diminué, c'est le résident, l'industrie et l'énergie. En gros, le bâtiment. Donc, il y a un secteur où on n'a pas du tout diminué, c'est le bâtiment, et forcément, vu que ça représente en gros 40% des émissions, ça fait qu'on diminue que de 5%, et qu'en même temps, on est tous à la maison. Donc, l'idée, c'est de dire, voilà, est-ce qu'il faut absolument diminuer de façon rapide le bâtiment ? Et c'est là où c'était mon introduction peut-être un peu longue, mais pour arriver à pourquoi est-ce que je pense que l'ACV dynamique a un certain intérêt, c'est que l'ACV classique, statique, elle n'arrive pas du tout à prendre en compte ou à montrer le fait qu'il y a une urgence climatique et qu'il faut diminuer maintenant, et qu'il y a une différence entre maintenant et un peu après. Ça, c'est une étude qu'on a faite, où il y a 300, je dirais 400 bâtiments ACV classiques, donc c'est en CO2 par mètre carré par an. Vous voyez des vieux bâtiments, des bâtiments récents, des nouveaux bâtiments, et le bleu foncé, le turquoise intense, c'est du... je ne vais pas aller dans les couleurs. Le turquoise intense, on va dire, c'est les émissions de la construction et la maintenance des bâtiments. Et le turquoise clair, c'est l'utilisation du bâtiment. Donc, en gros, voilà, on a amélioré l'efficacité énergétique des bâtiments, ça c'est sûr. On n'a fait absolument aucun progrès pour les construire. Et on arrive, du coup, maintenant à CV statique, globalement moitié-moitié, émissions pour la construction, émissions pour l'utilisation. Du coup, on a des labels. Ça, c'est le label en Suisse, la Société 2000 watts, qui est un label assez ambitieux en termes de diminution des émissions de CO2. Et du coup, on fixe des quantités de CO2 par mètre carré par an. 8 pour la construction, 2 pour l'utilisation. Si on fait de la rénovation, c'est un peu différent, mais voilà. Et on est, on va dire, satisfait dans la logique de dire on a quand même fait beaucoup d'efforts. Parce qu'on est à 2, et puis 8, c'est quand même pas beaucoup. Voilà. La réalité, c'est ça. La réalité, c'est... Ça, en pointillé, c'est les utilisations du bâtiment, et pointillé, c'est la construction. Le bleu, ici, c'est le total. La réalité, c'est l'année de la construction. J'ai à peu près 2/3 des émissions de la construction. Donc, j'arrive à 400 et quelques. À bout de 30 ans, dans les bâtiments suisses durent 60, pas 50 ans. Donc, au bout de 30 ans, je fais de la rénovation. Puis après, voilà. Et puis, pendant tout ce temps-là, j'ai émis mes émissions à 2 kilos par an. Donc, je suis très content, je n'ai pas beaucoup. Voilà. Ce qui se passe, c'est que en fait, l'objectif, c'est de diminuer d'être 0 à 2040. Donc, en fait, je construis un bâtiment en 2020, j'ai déjà émis à peu près les 2/3 de mes émissions. Et après, quel que soit ce que je fais dans mon utilisation de mon bâtiment, ça va rien changer. Et malheureusement, la CV statique, vu qu'elle
elle accumule toutes ces valeurs. Elle ne fait aucune différence entre le fait que mon utilisation ne va absolument rien changer et que l'impact que j'ai initialement, c'est lui qui va diriger en fait complètement est-ce que je suis dans la trajectoire d'une diminution ou pas, quoi. D'où l'idée d'une ACV dynamique. Alors, j'avais vu que dans les personnes, il y avait Charlotte Roux qui était dans les participantes. Il y a quelque chose dont je pense qu'on va pas parler, ou on peut parler, mais je pense que c'est une ACV dynamique dont on parlerait pas trop en ce moment. C'est l'ACV que j'ai appelé dynamique technologique, qui est typiquement donc les travaux de thèse de Charlotte Roux, et j'ai juste pris un graphique, et de Bruno Peportier à l'École des Mines, où en fait, on se dit, l'ACV statique, l'autre problème, c'est aussi qu'elle prend la même émission pendant toute la durée du vie du bâtiment. Et typiquement des études en disant, il y a un changement, donc quelle est l'énergie de la consommation du bâtiment selon les scénarios de changement climatique, je vais avoir peut-être plus besoin d'énergétique en termes de refroidissement du bâtiment, moins en termes de chauffage. Et du coup, je ne devrais pas calculer de façon statique, je devrais calculer de façon dynamique en disant je devrais prendre les évolutions technologiques ou environnementales qui vont se passer pendant la durée de vie du bâtiment. Donc ça, c'est un aspect. C'est pas obligatoirement celle-là dont on parle. Celle dont on parle, c'est typiquement ce dont Anne a présenté. C'est les travaux de Annie Levasseur. En tout cas, je pense que c'est elle qui a mis un peu l'ACV dynamique de nouveau à la mode, on va dire. Donc elle est au Québec, au Canada. Et voilà, et l'objectif, il est très simple, c'est de dire les gaz ont une certaine durée de vie de résidence dans l'atmosphère, que ce soit du CO2, du méthane, des choses comme ça. Et comme le même graphique que Anne a présenté, il y a des émissions et du coup, classiquement, on regarde l'impact sur 100 ans. Et en fait, c'est de dire, je fais la somme, je ne vais pas regarder, je vais pas tout remettre à zéro, en gros, je fais la somme de l'impact de cette émission-là, pendant les 20 premières années uniquement. Puis après, je vais faire l'effet de ce gaz-là, et puis qui a encore un peu d'effet, et puis celui-là. Et puis à la fin, voilà, le gaz qui est émis à 75 ans, plus le gaz qui est, voilà, le résidu de l'effet de ce gaz-là qui est émis à 25 ans, plus les résidus de l'effet de ce gaz qui est mis qui a mis à temps zéro. Et à chaque fois, je vais sommer. Et je peux sommer sur plus que 100 ans aussi, je peux continuer. Mais la logique très claire d'Annie Levasseur, et c'est son article dans Nature Climate Change, où elle dit, voilà, l'intérêt, c'est que si j'aimais plus tard, j'ai un bénéfice parce que cet effet-là, je ne l'ai pas eu pendant les premières années, typiquement. Donc, j'ai un effet. Et ça, et du coup, après, il y a un article qui est intéressant, ou en tout cas un travail qui est intéressant, qui est de Charles Breton et Ben Amor, qui ont essayé en tout cas la façon dont moi je le comprends, qui ont essayé de faire une évaluation de quelles étaient les différentes façons de calculer l'ACV dynamique. Et pour le mettre assez simple, en tout cas, je trouve de façon assez claire, c'est qu'en fait, il pointe le fait qu'il y a deux aspects. C'est est-ce que je fais la dynamique au moment du temps des émissions, c'est-à-dire que je prends effectivement le fait qu'il est émis à plusieurs moments, où je ramène tout à zéro, ça c'est statique pur, ou je prends au moment où c'est émis. Et puis, est-ce que j'ai un horizon temporel qui est fixe? Et donc ça, c'est le fixe, ça veut dire comme ça, je prends toujours 100 ans, ou quelque part, en tout cas la façon dont eux, ils l'appellent, j'ai l'impression, c'est dynamique, c'est quand l'horizon temporel est finalement fixé à 100 ans, et que du coup, il y a ce qu'ils appellent un fixed endpoint, c'est-à-dire un impact donné au bout d'une certaine horizon temporel, voilà, à 100 ans, typiquement, 100 ans après la construction. Je pense que quand même, l'essentiel des études, elles s'orientent plutôt sur ce genre de calcul-là. Et voilà. Et par contre, alors j'ai encore peut-être 5 minutes, je vais aller hyper vite. Il y a deux points sur lesquels je voudrais insister.
c'est parce que là, je vous ai parlé de la méthode. L'autre difficulté, c'est que dans cette méthode, je veux aussi prendre en compte du CO2 biogénique. Et normalement, en fait, c'est pas pris en compte dans les calculs classiques. Du coup, c'est un double saut. Dans les calculs classiques de CO2, d'ACV en gros, le CO2 biogénique, c'est-à-dire le CO2 qui vient de la nature, n'est jamais pris en compte. C'est-à-dire que, méthode classique, je ne regarde que le CO2 fossile qui est émis et le méthane. La méthode qui est utilisée globalement pour faire les FDES, c'est une méthode qu'on appelle, simplifiée en -1 plus 1, c'est-à-dire que je vais commencer à construire mon bâtiment avec moins CO2, mais il faudra que je prenne à la fin de la vie le plus CO2. Donc j'arrive à quelque chose de 0. Si je fais -1 plus 1, ça fait 0. Donc en gros, ça veut dire que je ne le prends pas en compte. Et puis, voilà. Voilà. Méthode dynamique, il y a deux façons de la faire. Donc, je vais prendre le moins CO2 pendant la période de construction. Je vais avoir le plus CO2 à la fin de la vie du bâtiment, sauf que je vais du coup prendre le temps comparé aux autres. Et après, soit je prends la croissance de l'arbre avant la période de construction, donc j'arrive avec un moins CO2, soit je prends la croissance de l'arbre après la période de construction, c'est-à-dire que je commence à 0 et je fais croître un arbre. Du coup, pendant la durée de vie du bâtiment, j'arrive à ce moins CO2 et puis à la fin de la vie, j'émets. Ça paraît évident, enfin, ça paraît détail, je dirais. L'impact, il est gigantesque. Et depuis le début en fait, des études, c'est pareil, c'est l'étude d'Annie Levasseur, où là, il y a une étude aussi du CSTB en 2015 qui a fait la même chose. Enfin, qui a aussi l'étude de Annie Levasseur, elle est sur une chaise initialement. Et l'étude de Fouquet, elle est sur un bâtiment. Mais il montre exactement ça, c'est-à-dire que si c'est après, enfin, si j'ai mon CO2 qui est avant la période, je commence à T0, je suis très, très négatif. Alors que s'il faut que c'est après, je construis mon bâtiment, puis je fais croître un arbre, du coup, je mets du temps à être négatif. Là, c'est pareil pour le bâtiment. L'autre point qui est aussi mais qui est assez classique dans les matériaux biosourcés, c'est quelle est la fin de vie. Est-ce qu'à la fin de vie, j'incinère? Est-ce que je fais les recovery energy, etc. Et là aussi, du coup, pour la CV dynamique, ça rechange tout. Donc voilà. Donc en gros, on a deux points. Et si je le résume avec une méthode que je trouve assez hyper claire, qui est ce qui s'appelle le JWP Bio, le Greenhouse, le potentiel de réchauffement climatique. Ouais. Ça, c'est l'effet de la croissance de la plante. C'est-à-dire que si je n'ai pas de carbone biogénique au bout de 60 ans, j'émets mon CO2. Enfin, si je ne prends pas de stockage. Au bout de 60 ans, j'émets mon CO2. Il a un effet cumulé qui se cumule, qui arrive plus ou moins à 1 au bout d'un certain temps. Si je combine la croissance de la plante, si j'ai une croissance qui est hyper rapide, c'est-à-dire de 1 an, donc c'est comme, en gros, soit je prends avant la croissance, soit je prends de la paille, c'est la même chose, je vais être au début négatif et puis je vais mettre après. Et vous voyez direct que du coup, l'effet à 100 ans, il est soit positif, soit négatif. Et puis, il y a toutes les solutions entre, selon que j'ai une période de croissance qui est de 50 ans ou de 100 ans. L'autre point qui est aussi fondamental, c'est une fois que j'ai stocké, donc je stocke et je réémets à 60 ans, est-ce que je vais juste brûler? Est-ce que du coup j'ai quand même un petit peu qui est resté parce que j'ai quand même des cendres, du coup voilà, j'ai un petit peu qui est resté. Est-ce que je fais du stock de... Alors là c'est quoi? Est-ce que je pyrolyse ou est-ce que je minéralise complètement? Et forcément, selon la fin de vie, je vais avoir si j'ai du CO2 qui est fixé, je peux avoir quelque chose qui est très, 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 très négatif ou qui est à peine négatif. Et ça encore, c'est une vraie question, c'est le problème de la fin de vie dans le matériau biosourcé. Et forcément, on n'a aucune idée de à quoi ça peut... Enfin, quelle va être la fin de vie à la fin de la vie du bâtiment qu'on est en train de construire. Finalement, l'autre point, pour finir, c'était l'argument initial, c'était de dire aussi, bon voilà, tout ça, c'est à l'échelle du bâtiment.
Ce qui compte, ce n'est pas l'échelle du bâtiment, ce qui compte, c'est le stock. Et ça, j'ai repris le graphique de la stratégie nationale bas carbone française, qui en fait montre voilà, la stratégie bas carbone, comment est-ce que je vais augmenter ces émissions négatives. J'augmente en faisant ça, en variation du stock de carbone dans les produits bois, ici. Qu'on voit l'objectif est de l'augmenter fortement entre 2020 et 2050. Et du coup, d'en faire un puits carbone à l'échelle nationale. De manière à ce que, à la fin, mes émissions soient équilibrent mes puits. Et du coup, et vous voyez que les produits bois, en fait, représentent une part importante de la stratégie bas carbone. Et en fait, dans ces produits bois, c'est évidemment à l'échelle du bâtiment, mais c'est surtout le fait que plutôt que de faire du bois énergie, je vais faire du bois de la construction. C'est-à-dire que plutôt que de brûler ma forêt au bout d'1 an, je la brûle au bout de 40 ans. Donc j'ai un déplacement et en fait voilà. En fait, c'est ça qui compte. Et une étude peut-être brièvement, mais c'est une étude qu'on avait fait au Portugal où on regardait à l'échelle d'un stock de construction. Donc l'ensemble du stock, je rénove. Est-ce que je rénove avec, alors on avait de la paille ou du liège, parce qu'au Portugal, il y a beaucoup de liège. Ce qui m'intéresse de vous montrer ici, c'est le fait de dire, au bout de 30 ans, je vais remplacer mon enduit. Au bout de 60 ans, je vais brûler mon isolation et je vais remplacer par une nouvelle isolation. Le résultat, c'est ça, en dynamique complet, c'est, voilà, en gros, au bout de 60 ans, oui, je brûle mon bâtiment, du coup, j'ai des émissions positives. Mais je vais le remplacer. Donc, vu que je le remplace, je vais avoir un effet, on va dire, immédiat qui peut-être est moins négatif, mais à long terme, et c'est cet effet-là cumulé, ça c'est l'effet instantané, chauffage, forçage radiatif instantané. Ce qui compte à la fin, c'est l'effet cumulé, et du coup l'effet sur l'effet de serre. Et l'effet sur l'effet de serre, il est négatif. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je regarde en termes de bilan total, ce que j'ai fait, c'est qu'au début, je n'avais pas de matériaux biosourcés dans mon stock, et après, j'ai du matériau biosourcé dans mon stock. Et effectivement, parfois, je brûle de la paille, mais je la remplace par de la paille. Donc, le bilan total, il est quand même que j'ai rajouté j'ai un puits carbone. Et un puits carbone qui est du coup permanent à l'échelle du stock bâti, malgré le fait qu'il soit temporaire à l'échelle du bâtiment. Et c'est ça le problème. En tout cas, pour moi, je pense que, pour conclure, ce que je pense qu'il est important de comprendre, même sans regarder dans le détail de l'ACV, c'est cette logique de comment est-ce que je peux motiver un acteur individuel, c'est-à-dire le secteur de la construction pour un bâtiment, de transformer quelque chose pour le bien de la société, qui est l'amélioration du stock. Je fais un schéma hyper basique, mais c'est pour vous faire comprendre que, voilà, au début, j'ai pas de maison, je mets une maison en biosourcé, du coup, voilà, j'ai quand même diminué du CO2 j'ai enlevé du CO2. À la fin de la vie de ma maison, je la brûle et je la remplace par une nouvelle maison. Le bilan total, c'est que j'ai en gros moins une maison biosourcée. Par contre, si j'ai déjà une maison biosourcée que je brûle et que je remets une maison biosourcée, j'ai 0 maison biosourcée à l'échelle de mon stock. Et etc. On peut prendre toutes les options possibles. La pire, c'est j'ai une maison en biosourcé, je la brûle et je construis une maison en béton dessus. Du coup, là, mon bilan ici, c'est que j'ai brûlé une maison biosourcée plus une maison en béton. Voilà. Et je pense que la CV dynamique, elle permet un peu ça. Et elle ne le permet pas complètement. C'est-à-dire que si je fais le bilan globalement de ça, qui est le mieux, c'est-à-dire je n'ai pas de maison, je construis une maison en biosourcé, du coup j'ai vraiment stocké du CO2, c'est sûr. La CV dynamique, à l'échelle du bâtiment, elle va dire que c'est négatif plus ou moins d'une maison, mais vu qu'elle prend la fin de vie, je vais en gros rajouter, pour faire hyper simple, mais en gros je vais rajouter une demi-maison parce que vu que j'ai une fin de vie à 50 ans et pas à 0, je vais avoir moins d'effet du brûlage final. Donc, je vais avoir un certain intérêt, qui est en gros moins une demi-maison. Ce qui est en vrai moins que l'intérêt pour la société. Parce que la société, elle a vraiment bénéficié d'une maison tant que je reconstruis ma maison. C'est ce que je vous ai expliqué avant avant avec Lisbonne. Le cas de Lisbonne. Du coup, et globalement, je pense que c'est là l'intérêt. C'est-à-dire que l'ACV dynamique, elle permet de donner un intérêt individuel pour le constructeur de la maison,
qui est en fait finalement que la moitié de sa vraie contribution. Parce que le bénéfice global, ce qu'on cherche, c'est un bénéfice à l'échelle du stock. Et que par contre, si je fais n'importe quelle autre méthode, statique en -1 plus 1, ben, je vais arriver à 0. Donc en fait, pour la constructeur individuel, il y aura 0 intérêt à avoir enrichi le stock en matériaux biosourcés. Du coup, voilà, je pense que c'est ça. Le problème que je vois, c'est que l'ACV, elle permet d'avantager les utilisateurs de matériaux biosourcés, quelle que soit la transformation réalisée sur le site. C'est-à-dire, même si en fait je pars d'une maison biosourcée, ou même si je pars d'une maison, voilà, si je pars d'une maison biosourcée et que j'en construis une nouvelle biosourcée, ce qui en fait pour le stock n'est pas intéressant, pour l'ACV dynamique, ça sera intéressant. Et parce que je ne prendrai pas la fin de vie de l'autre bâtiment avant. Et quelle que soit la vitesse de croissance des plantes, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est-à-dire que bah, la paille croît assez vite, donc j'ai un effet immédiat. Le bois, si je le prends pendant la durée de vie de la bâtiment, l'effet est en fait moins intéressant que si je l'avais pris avant. Donc, et ça, si on ne prend pas en compte la vitesse de croissance des plantes, ça change un peu les résultats. Et d'où l'idée de dire, voilà, pour finir, suggestion, est-ce qu'on peut prendre en compte l'existant dans le calcul de la CV du bâtiment, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'un terrain vierge, on part du terrain qui existe, et s'il faut que je démolisse, du biosourcé, il faut que je prenne la fin de vie du bâtiment d'avant dans mon nouveau bâtiment, et prise en compte la différence entre la vitesse de croissance de la plante dans la biosphère et le temps de stockage dans la technosphère. Et avec ça, j'ai fini, et je pense que j'étais un peu trop long. Voilà, voilà. Je finis.